Bonjour. Les maths, c'est dur et en plus ça sert à rien. Ça en général, c'est ce qu'on se dit quand on est en plein milieu d'une évaluation où tu dois utiliser les identités remarquables, tu dois sortir ton compas, tu dois commencer à calculer un tableau de variation et tu te dis mais pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Purée de pommes de terre de l'anticorail. Et pourtant, en sortant de ton évaluation, tu prends le bus, un bus qui circule grâce aux lois de la thermodynamique. T'en profites à l'intérieur pour scroller sur TikTok dans tes pour toi qui ont été construits grâce à un algorithme calculé par des chercheurs en mathématiques qui ont utilisé des notions de statistiques avancées. Et sur la route, pour rentrer, tu passes par une boulangerie, t'achètes ton petit goûter et tu payes en sans contact, un système rendu possible grâce à l'électromagnétisme et à la cryptographie à clé publique. Bref, les maths et la physique, c'est indispensable dans la vie. Même si, faut se le dire, au fur et à mesure qu'on avance dans la scolarité, on a l'impression que c'est un langage de plus en plus crypté et qu'on n'arrivera jamais à déchiffrer. IRNF, M, menu F, N, F, Ronsu, Haha, Nietzsche. Maintenant, t'as deux options. La première, c'est tu décides que t'es nul en maths et en physique, que t'as pas la bosse des maths, et tu passes à autre chose. Ou tu considères que les milliards de neurones qui peuplent ton cerveau, qui sont plus nombreux que le nombre d'étoiles dans l'univers, à un moment peuvent se connecter de la bonne manière pour te permettre de comprendre ces foutus cours de maths et de physique. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment t'améliorer en maths et en physique dans les matières scientifiques, de façon générale, en 3 étapes. C'est parti. Avant de partir, j'ai juste une addition à te partager. Abonnement plus like plus partage plus commentaire égale Samira très heureuse. Voilà. Alors, les lacunes dans les mathématiques et dans les matières scientifiques, c'est quelque chose que je rencontre souvent dans le cadre de mon travail. Si tu sais pas, j'enseigne la méthodologie de travail et les techniques d'apprentissage à des élèves et des étudiants, donc ça va de 12 ans jusqu'à 60 ans. Et l'objectif, c'est d'enseigner des méthodes qui permettent aux élèves d'apprendre de façon beaucoup plus efficace. Et j'ai souvent affaire à des élèves qui ont des problèmes dans les matières scientifiques. Malgré le travail, ils n'ont pas les notes qu'ils souhaitent avoir et ils sont déçus, ce qui est normal. Et à ce moment-là, il faut décortiquer le fond du problème. Et à force d'expérience et de réflexion avec ces élèves-là, j'ai résumé en un schéma très simple les étapes importantes pour s'améliorer dans les matières scientifiques. Un schéma qui est composé de 3 cercles. Ces cercles sont imbriqués ensemble. Ça veut dire que quand un cercle fait défaut, ça se ressent sur tes notes. Et c'est ce qu'on va voir. Et on va commencer par le premier cercle. Alors, le premier cercle, c'est évident, c'est la compréhension du cours, c'est la base. Il y a 2 aspects importants dans ce cercle. Le premier, c'est le langage du cours. C'est évident, si tu comprends pas les mots qui sont employés dans le cours, tu peux pas t'attendre à maîtriser le cours. C'est comme si je te parlais dans une langue étrangère et que tu t'attends à comprendre le sens de ce que je te dis. Mais tu peux pas comprendre si tu comprends pas les mots que j'emploie. C'est la même chose dans les matières scientifiques. Il y a un nouveau vocabulaire qui est employé, il y a des nouveaux termes qui sont employés, et il est important de prendre le temps de comprendre ces termes-là, de comprendre leur sens. Je te donne 2 exemples. Par exemple, en mathématiques, on apprend le terme de fraction, donc 1/4, 2/3 et compagnie, mais on doit comprendre ce que c'est en réalité une fraction. Une fraction, c'est un bout de quelque chose qui a été découpé en parts égales. Donc, quand on a la fraction 1/4, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été découpé en 4 parts égales et que nous, on a pris un bout de ces 4 bouts-là. C'est ça, une fraction. Quand on parle en physique de champ électrique, on peut imaginer une charge électrique qui crée une sorte de zone d'influence autour d'elle et qui agit un peu comme un aimant, genre qui attire ou qui repousse. Donc déjà, les termes, ils sont importants. Et c'est là qu'on voit que dans les matières scientifiques, et même dans tous les domaines de façon générale, le sens des mots, il est super important. S'il n'y a pas de sens, pour toi, tu peux pas t'attendre à ce que ce sens, il arrive miraculeusement le jour de l'examen. Et le deuxième aspect, difficile, c'est la technique, ça veut dire les théorèmes, les formules, etc. Certes, c'est hyper difficile, mais souvent c'est parce qu'on a du mal à projeter ces théorèmes, ces notions qui sont très abstraites, dans des situations réelles. Tu sais, le cerveau, il fonctionne beaucoup par association. C'est-à-dire que quand on veut apprendre quelque chose de nouveau, on va souvent l'associer à quelque chose que l'on connaît déjà. Ce nouveau savoir va se connecter à cette chose qu'on connaît déjà, et c'est ça qui va nous permettre de l'apprendre plus facilement. C'est pour ça que les métaphores, les analogies, ça fonctionne super bien quand on comprend pas quelque chose ou quand on veut apprendre quelque chose. Et ces analogies, il faut les utiliser dans les matières scientifiques. Parce que c'est souvent là que réside aussi la clé de la compréhension. Par exemple, dans tes cours de physique, tu commences tes premiers pas dans les cours d'électricité. Donc, intensité, débit, tension, on comprend rien au début. Donc, pour nous permettre de comprendre, ce qui est bien, c'est de se projeter et de projeter ces notions-là dans une situation réelle dans laquelle on arrive à se projeter et qui est comparable. Par exemple, imagine que tu as un tuyau d'eau qui est raccroché à un robinet. Quand tu tournes le robinet, il y a l'eau qui s'écoule dans le tuyau et plus tu tournes le robinet, plus l'eau s'écoule rapidement à une certaine intensité, à un certain débit
et sort à la fin du tuyau. Donc la vitesse de sortie de l'eau à la fin du tuyau va aussi être déterminée par l'intensité avec laquelle tu vas tourner le robinet pour laisser passer l'eau. Et imaginons qu'à la fin de ce tuyau, il y a un récipient. Donc le récipient, il va se remplir plus ou moins vite en fonction de comment tu as ouvert le robinet, mais surtout, si tu as ouvert le robinet beaucoup trop fort et que du coup, à la fin du tuyau, l'eau sort à un débit qui est vachement violent, il est fort probable que le récipient il soit pas prêt à accueillir une telle intensité, un tel débit d'eau et qui se casse, par exemple. Déjà là, tu peux comprendre ce que signifient les notions d'intensité, de débit, de courant, parce que le courant électrique, il fonctionne à peu près de la même manière que cette notion de tuyau et de robinet d'eau. Et en faisant ce parallèle, cette analogie, tu commences déjà à comprendre un petit peu les premiers principes, les prémices, les bases des notions d'électricité que tu vois en cours. Tu pourrais me dire, bon, c'est compliqué parce que j'ai pas toujours des métaphores et des comparaisons dans le cours ou en tête. Et en vrai, pour ça, il y a un outil très simple que tu peux utiliser, c'est ChatGPT. Je trouve que ChatGPT, il donne des comparaisons et des analogies qui sont vachement parlantes. Et si tu as du mal à faire des métaphores ou des comparaisons, n'hésite pas à demander à ChatGPT, quand tu comprends pas certaines notions, de te donner des situations réelles ou des situations d'application de ces formules ou de ces théorèmes pour te permettre de mieux les visualiser. Et c'est là que tu te rends compte aussi que la clé dans la maîtrise d'un savoir, même d'un savoir mathématique, c'est la simplicité. Plus tu auras un truc simple à apprendre, plus tu as l'impression qu'il est facilement accessible, plus tu l'apprends bien et mieux tu le retiens. En conclusion de ce premier cercle, maîtriser le vocabulaire scientifique pour comprendre la leçon et se projeter dans la technique, ce sont les points les plus importants. Tu peux pas maîtriser un cours si les mots du cours ils n'ont aucun sens pour toi, et en même temps, tu peux pas maîtriser des théorèmes abstraits si tu n'arrives pas à te projeter dans ces théorèmes-là. Forcément, c'est le premier cercle, c'est la base. Maintenant, on va passer au deuxième cercle, et c'est pour moi le plus difficile, c'est la notion de raisonnement mathématique. On a tendance à penser que le bon sens et la logique sont deux choses similaires. On a tous du bon sens. Par exemple, s'il pleut dehors et que tu veux pas être mouillé, soit tu te réfugies sous quelque chose, sous un abri, soit tu prends un parapluie et tu te protèges. Du bon sens. Par contre, même si le bon sens, ça a son importance et c'est quelque chose qui est relativement inné ou qui s'apprend au fur et à mesure de notre éducation et de notre expérience de vie, la logique mathématique, c'est quelque chose qui s'apprend. Et d'ailleurs, de façon générale, on peut transposer ça à toutes les matières. Dans toutes les matières, il y a une logique de pensée qu'on doit aussi acquérir en plus du savoir. En droit, par exemple, il y a une logique de pensée à acquérir en plus des notions qu'on doit connaître. Parce que le droit, il répond à une certaine logique de réflexion, et si on comprend cette logique, c'est plus facile de maîtriser les notions de droit. En mathématiques et en physique, c'est la même chose. Mais le truc, c'est que le monde, il est pas simple. Il existe plusieurs types de raisonnement scientifique, et c'est ce qu'on va voir là maintenant. Le premier, c'est le plus courant, c'est le raisonnement par déduction. Dans ce type de raisonnement, on part de faits qui sont établis, ça veut dire des théorèmes, des formules, et on va déduire qui s'appliquent à la situation qu'on nous donne. Je te donne un exemple. On sait que un triangle qui a un angle de 90 degrés, c'est un triangle rectangle. On sait aussi qu'un angle dont le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, théorème de Pythagore, c'est un triangle rectangle. Donc, on part de ces faits établis et on nous donne une situation où on a un triangle. Et on veut savoir s'il est rectangle ou pas. Donc, on va appliquer ce que l'on sait du théorème de Pythagore. Et si le théorème il est validé dans ce triangle-là, on peut déduire que le triangle il est rectangle. Ça, c'est du raisonnement par déduction. Donc, on part de généralités, de faits qui sont établis pour les appliquer à des situations particulières qu'on met devant nous. C'est le raisonnement qu'on apprend en premier en général en mathématiques et en physique. En général, c'est pas le plus difficile. Une fois que tu as compris, voilà, ça va tout seul. Ensuite, tu as le raisonnement par induction ou raisonnement par récurrence. Là, c'est l'inverse. On va partir de situations particulières. Et à partir de ces situations particulières, on va en déduire des généralités. Je vais d'abord te donner un exemple très simple et après on va basculer sur un exemple mathématique. Imaginons que tu constates que le soleil il se lève toujours au même endroit. Tu as constaté ça pendant 4 jours d'affilée, tu vois qu'il se lève toujours à un point précis. Donc à partir de ce cas particulier et de la récurrence de ces cas, tu vas déduire que, règle générale, le soleil il va toujours se lever à cet endroit-là. Donc tu le savais pas au départ et maintenant t'en fais une généralité. Tu sais que c'est une règle... Tu sais que ça va être une règle établie. En gros, tu as remarqué une particularité qui s'est reproduite, tu as vérifié que ça se reproduisait vraiment souvent en fonction des conditions dans lesquelles tu mets. En gros, en mathématiques et en physique, même si c'est un peu plus compliqué que ça, c'est à peu près le même principe. Tu vas constater quelque chose et tu vas vérifier si cette chose-là, elle est récurrente ou pas. C'est pour ça qu'on appelle ça un raisonnement par récurrence. Dans le cadre des mathématiques, c'est un type de raisonnement que tu fais souvent dans les chapitres type probabilité ou suite. Donc toi, tu vas commencer le calcul en remplaçant n par 1,
Et puis si ça fonctionne, tu vas remplacer par n+1 et vérifier avec des calculs si la propriété, elle est toujours vraie ou pas. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir dire oui, cette situation est récurrente. Et là, comme tu peux le voir, c'est une autre façon de penser et de calculer. Ensuite, tu as le raisonnement par analogie. Dans ce type de raisonnement, on va comparer deux situations et on va utiliser la première situation pour mieux comprendre la deuxième. Par exemple, en physique, on va partir de la situation où tu jettes un caillou dans l'eau et tu sais, ça crée des ondes dans l'eau qui se forment et qui se propagent. Et tu vas utiliser cette situation en comparaison pour faire des calculs sur la propagation du son des ondes dans l'air. Donc ça, c'est un raisonnement par analogie. Tout à l'heure, j'ai aussi fait un raisonnement par analogie quand on a parlé de notion de courant électrique et qu'on a fait une comparaison avec le tuyau d'arrosage et l'eau. Et enfin, le dernier, c'est le raisonnement hypothético-déductif. Donc on va partir d'une hypothèse qu'on considère comme étant vraie pour ensuite mettre en place les calculs qui vont vérifier ou pas cette hypothèse. Dans le cadre de ces raisonnements, bien évidemment, il faut les travailler, il faut en comprendre la substance et en comprendre l'intérêt dans le cadre de la leçon, dans l'exercice dans lequel on te met, mais surtout, il y a aussi des indices importants à prendre en compte, c'est les verbes qu'il y a dans les énoncés. Si tu as les verbes déduire, comparer, analyser, enfin ce genre de choses, ça te permet aussi d'avoir des indices sur le type de raisonnement que tu vas devoir utiliser et mettre en place pour répondre à la question. Alors, je sais, là, c'est complexe. T'as peut-être même pensé à quitter la vidéo. Allez, si t'es encore là, dis-moi ton dessert préféré en commentaire. Moi, c'est le fraisier, vraiment. Je suis pas très fan des pâtisseries, mais le fraisier, c'est incroyable. Et c'est clairement une des parties les plus difficiles dans les matières scientifiques parce que ce sont des façons de penser qui s'apprennent avec du temps et de l'entraînement. Et là, il n'y a pas de secret, c'est juste une question de pratique et de compréhension du raisonnement. Mais le truc, c'est que tu peux pas comprendre l'intérêt des raisonnements et comprendre les raisonnements en eux-mêmes si t'as pas déjà commencé à faire un travail sur les cours. C'est pour ça que c'est le deuxième cercle. Et tu vois aussi que saisir la logique du raisonnement, c'est tout aussi important que de comprendre le cours en lui-même. Mais c'est comme toute compétence, ça prend du temps, mais c'est faisable. Et enfin, tu as le troisième cercle, et non des moindres, c'est la pratique et l'entraînement. Comme je te disais, il y a 15 secondes dans la vidéo, s'entraîner, c'est clairement la clé pour réussir dans les matières scientifiques. Et il faut être stratégique dans cet entraînement. On commence déjà par le plus simple, c'est ce qu'on appelle les exercices d'application. Tu sais, c'est les fameux exercices qui font juste une ligne, tu as juste la consigne claire, tu as des petits calculs à faire, et l'objectif, c'est de vérifier que tu es capable d'appliquer les théorèmes et les formules dans des situations basiques et très simples. L'objectif de ces exercices, c'est clairement de vérifier si tu comprends les termes, tu comprends les notions, et tu arrives à faire les calculs demandés quand ils te sont demandés de façon très directe. Puis ensuite, tu peux passer aux exercices de perfectionnement, les fameux problèmes. Ici, l'objectif, c'est de voir si tu peux apporter un raisonnement scientifique et cohérent en fonction d'une situation qu'on te donne et que tu es capable de faire les bons calculs pour obtenir les résultats qui sont voulus dans l'énoncé. Et en réalité, ici, le plus dur, c'est pas de faire le calcul, c'est de comprendre ce qu'on te demande de faire. Parfois, on te le demande pas directement, ou parfois tu dois passer par des calculs intermédiaires pour ensuite faire le calcul final qui t'est demandé. Et donc, tu as deux aspects à prendre en considération. Le premier, c'est la compréhension de la situation de l'énoncé. En gros, c'est de comprendre la situation dans laquelle on te met dans l'exercice. Et le deuxième aspect, c'est la compréhension de la consigne. Ça veut dire savoir ce que tu dois faire. Comme je te disais tout à l'heure, tu as un indice important dans les verbes d'action. Comparer, déduire, justifier, prouver, démontrer. C'est des verbes d'action avec lesquels tu dois être à l'aise, tu dois comprendre ce que ça veut dire, et à travers ces verbes-là, tu dois comprendre que ton objectif, c'est pas juste de transposer un calcul que tu as fait en cours dans un exercice, dans un autre exercice, comme ça, sans réflexion et sans aucun raisonnement. Par exemple, dans des exercices d'approfondissement, on peut te demander de calculer la trajectoire d'un ballon de basket durant des lancers. Donc, on te met dans une situation bien particulière pour utiliser et faire des calculs avec des équations différentielles. Et ça va être à toi de visualiser la situation, de comprendre l'intérêt de la démarche mathématique pour mieux faire les calculs et mieux répondre aux questions qu'on te pose. Je sais que c'est dur, ces fameux problèmes, c'est le niveau le plus difficile. En fait, c'est comme un jeu vidéo. Tu rentres dans le niveau difficile du jeu, difficulté extrême. Mais c'est à notre portée, il faut y croire. Et là, on comprend pourquoi ce cercle, il arrive en troisième, parce que c'est clairement l'aboutissement des deux premiers. Souvent, quand ça cloche dans ce cercle, tu sais que c'est parce que le cours, il est pas bien compris, ou que le raisonnement qui est associé à ce cours, il est pas clair. Ça te permet donc d'ajuster ton travail, d'approfondir les notions dans lesquelles t'es pas forcément très à l'aise, tout ça. Le troisième cercle, il permet vraiment de vérifier que les deux premiers cercles, ils sont clairement maîtrisés. Et en conclusion, les matières scientifiques, c'est vraiment l'imbrication de ces trois facteurs. La compréhension du cours, la maîtrise des raisonnements mathématiques qui sont liés au cours, et l'entraînement continu pour arriver au bon résultat et vraiment à une bonne maîtrise de son cours. T'as vu, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de gène H1N1, on n'a pas parlé de boss des maths. C'est un travail qui est cohérent et qui demande surtout beaucoup d'entraînement et une façon de réfléchir qui parfois est différente de celle que l'on a d'habitude. Alors, c'est vrai,
On n'est pas tous égaux face aux mathématiques. Il y a des personnes qui ont une intelligence logico-matique qui est plus développée de base. Donc, les maths, c'est plus facile pour ces personnes-là. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas y arriver. Et la vie, elle fonctionne comme ça tout court. C'est soit on décide uniquement de capitaliser sur nos facilités, soit on décide aussi que nos lacunes et ce dans quoi on est un peu moins doué, c'est aussi un moyen de s'améliorer dans ces domaines-là et de faire preuve de persévérance, de résilience, etc. Donc des fois, ne pas être aussi doué en mathématiques ou dans les matières scientifiques, c'est aussi un bon moyen de s'améliorer en tant que personne et de devenir quelqu'un de meilleur et de faire fleurir notre intelligence. Et surtout, ça c'est la conclusion finale de la vidéo, et pour moi c'est vraiment le plus important, c'est que les maths, la physique, bref, les matières scientifiques, c'est une ouverture vers une meilleure compréhension de notre monde. De la même manière que la compréhension des coutumes et des lois, ça nous permet de vivre de façon plus harmonieuse dans un pays, la compréhension des matières scientifiques, elle nous permet de comprendre de façon plus profonde le monde qui nous entoure pour pouvoir vivre en harmonie avec celui-ci, et surtout s'émerveiller de sa beauté et de sa perfection. Les maths peuvent rendre le monde plus beau à tes yeux. Alors certes, ça paraît bizarre, mais derrière ces formules imbuvables se cache la splendeur d'un monde qu'on ne pourrait imaginer plus parfait. C'est tout pour moi, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.